Alors, bienvenue à tous. On va démarrer. Tout de suite, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'objet du webinaire, c'est voilà, c'est 10 conseils pour démarrer, pour bien démarrer dans l'immobilier. Ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je vais répéter pour ceux qui n'étaient pas encore présents. Je donne mon avis voilà, dans ce webinaire. Mon avis, il est construit et du coup affiné par les multiples expériences que j'ai pu avoir moi-même moi-même ou bien indirectement via les expériences voilà, au travers des expériences de mes clients. Voilà. La première chose, je pense, qui est importante, ça vaut pour l'immobilier, mais ça vaut pour tout en fait. Ça vaut pour tout, notamment pour les professionnels, pour les salariés également qui investissent, pour les investisseurs, pour tout le monde. C'est à un moment donné, il faut arriver à déterminer quels sont vos objectifs personnels. J'ai déjà dit, je le dis assez souvent dans mes webinaires, c'est pas le premier, mais à un moment donné, on cherche enfin, on mène des actions pour gagner de l'argent en général. Et puis on ne sait pas finalement ce qu'on va faire de cet argent. On ne sait pas de combien on a besoin. Les besoins évoluent dans le temps. Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins de dans 10 ans et de dans 30 ou 50 ans, pour les plus jeunes d'entre vous. Heu, donc se poser la question de savoir ce qu'on veut, ça c'est la première chose et ça vaut dans tout. Mais souvent, voilà, gagner de l'argent n'étant pas une fin en soi, il faut arriver à savoir, pourquoi on veut en gagner et en fonction de ça, on va pouvoir mettre en place des stratégies. L'immobilier est une stratégie comme une autre, il y en a plein. On peut aussi créer des boîtes, on peut faire plein de choses. Mais la première chose, c'est quels sont vos objectifs personnels? Est-ce que c'est, dépenser de l'argent, via avoir un meilleur train de vie? Est-ce que c'est transmettre un patrimoine à vos enfants? Est-ce que c'est partir à la retraite à 40, 45, 50 ans? Est-ce que c'est être à la retraite à 30 ans, voilà, pour vraiment les plus jeunes d'entre vous? Heu, Est-ce que c'est se dire: «Bah, je travaille bien là pendant 2-3 ans et ensuite je pars faire un tour du monde, donc j'ai besoin d'un peu d'argent parce que pendant, 1 an, je prends une année sabbatique et j'ai besoin de mettre de l'argent de côté». Voilà, tout ça, ça contribue en fait à la définition d'un objectif et l'immobilier, enfin l'investissement dans l'immobilier locatif va pouvoir répondre à une partie de ces objectifs-là. Et notamment, j'en ai mis quelques-uns ici, hein, c'est de se dire: «Bah, j'ai envie de placer de l'argent, je sais pas quoi en faire, j'ai de l'argent qui traîne, je vais le placer». Puis le livret A priori, ça semble pas être la meilleure idée, que vous pourriez avoir. Il y a peut-être autre chose à faire que de placer sur du livret A. C'est peut-être se dire: «Bon, ben, ma banque me fait confiance, on va profiter d'un effet de levier», on le verra tout à l'heure, pour, pouvoir, faire du cash et gagner de l'argent encore une fois. L'idée, c'est peut-être de préparer une retraite, préparer un complément de revenu, se dire ou préparer tout simplement, on va dire, une indépendance financière, dire: «Je quitte mon boulot, voilà, j'ai 35 ans», hop, ce qui n'est pas encore mon âge, voilà, pour info, ceux qui se posaient la question, hop, voilà. Hem Et du coup, je veux partir à la retraite à 45, voilà, donc j'ai 10 ans là pour construire quelque chose, ou j'ai 20 ans parce que 65 ans pour la retraite, ça me paraît un peu loin. Du coup, j'ai envie de prévoir quelque chose, donc en attendant une rente, soit un complément de revenu, soit un revenu, pas de j'aurais pas d'autres revenus par ailleurs, donc un revenu tout court. Constituer un patrimoine, diversifier les sources de revenus, on l'a déjà vu, transmettre à ses enfants, ou pas à ses enfants d'ailleurs, à ses ayants droit, réaliser des plus-values, pour avoir du cash, on va dire, de façon, massive. Voilà. Alors je suis désolé, des fois je fais des petites pauses parce que comme je disais tout à l'heure, il y a encore des personnes qui rentrent et du coup, hop, je vais les faire rentrer. Donc bienvenue Nicolas, bienvenue Habib. Hem Alors, du coup, on était sur le premier conseil, déterminer les objectifs personnels. Et je disais, ça vaut dans tout, le côté pro et les côtés perso. L'investissement dans l'immobilier locatif permet de répondre à certains de ces objectifs, et notamment ceux qui sont listés ici, à savoir préparer une retraite ou obtenir d'un complément de revenu futur, également créer un patrimoine pour transmettre à ses enfants, sécuriser tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça permet de gagner de l'argent de façon immédiate, future, sous forme de rente, mais également ça permet également de constituer un patrimoine, voilà. Un patrimoine qui vaut de l'argent, voilà. Souvent, on a tendance à l'oublier, hein, surtout quand on est chef d'entreprise, on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent au début et cetera. On se dit: «Oh là, je travaille et cetera et j'en retire rien». Oui, donc il faut bien dissocier la partie patrimoniale de la partie, finalement, gain immédiat. Donc pas beaucoup de salaire certes, mais vous gagnez des clients, vous créez un fonds de commerce, vous créez une clientèle qui vaut quelque chose. Dans l'immobilier, c'est pareil. On a des biens qui sont très peu rentables, on va le voir tout à l'heure, parce qu'ils sont très chers à l'origine, mais
finalement, qui constituent un patrimoine. Et au bout de 20 ans, quand vous aurez fini de rembourser, vous en serez propriétaire d'un patrimoine qui n'est pas très rentable, mais qui constitue malgré tout un bien. Voilà. Donc ça, c'était le premier objectif. Je passe parce qu'il est celui-ci, il est plutôt d'ordre général. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de valider que finalement, personnellement, vous avez du temps à consacrer à l'immobilier. Parce que quand vous faites de l'immobilier tout seul, bah, en fait, souvent, on minimise le temps. On se dit: «Oh, c'est facile», il y a plein de personnes là qui nous disent, on voit passer plein de pubs, hein, sur LinkedIn, sur, Instagram, sur des TikTok et cetera. «Allez-y, l'immobilier, c'est génial». Oui, alors allez-y, effectivement, c'est génial, mais il faut savoir y faire. Il faut savoir être bien entouré et surtout, ça va vous demander du temps, hein. Et parce qu'il y a plein de choses à faire pour pas se tromper. Déjà du temps en réflexion, en études, en recherche. J'ai listé ici voilà, rechercher un financement, ça prend du temps. Il faut réaliser un prévisionnel, il faut aller convaincre des banques, 1, 2, 3, 4, 10 banques, peut-être se diriger vers un courtier. Ça monopolise du temps. Voilà. Ensuite, l'étude de marché pour savoir en amont où est-ce que vous allez acheter. Est-ce que vous allez plutôt viser des studios, des parkings, un T2, un T3, un T4, un T5 pour faire de la colocation? Est-ce que vous allez prendre une maison que vous allez rénover? Si vous rénovez, il faut repenser les travaux. Alors, vous pouvez sous-traiter tout ça, vous pouvez sous-traiter à un architecte et cetera. Mais malgré tout, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, et du coup, il faut pas se dire que ça tombe tout seul. Il y a un travail derrière de recherche et il faut être capable, donc au début, de monopoliser du temps pour la recherche, pour conclure le projet et ensuite, une fois que le projet est lancé, c'est toujours pas fini. Même si vous déléguez à une agence et cetera qui va vous rogner de la marge, demain, vous faites de la location courte ou longue durée. Alors courte durée, j'en parle même pas, c'est très chronophage évidemment et même en longue durée, on a des locataires qui rentrent, qui sortent, il y a pas mal de choses à faire. Il faut se renseigner sur le droit et cetera et du coup, il faut que vous soyez, voilà, certain de pouvoir y consacrer du temps parce que c'est un investissement qui mérite, que vous consacrez une partie, voilà, de vos heures en soir et week-end pour organiser tout ceci, en temps de réflexion. Et si vous n'avez pas le temps de faire ça, si vous n'avez le temps de rien, vous avez juste de l'argent à placer, à investir, il y a plein d'autres solutions. Dans l'immobilier également, on en reparlera peut-être lors d'un autre webinaire, ça passe notamment par des investissements, en, SCPI, par exemple, voilà, société de placement immobilier. Ça vous permet d'intégrer en fait un groupe d'investisseurs, voilà, sur une multitude de projets. Donc vous mettez un peu d'argent, ce ne sont pas vos immeubles, vous ne gérez rien du tout, vous ne gérez pas de locataires, vous placez, voilà. C'est une autre approche, mais si on n'a pas de temps, ça peut être intéressant. Si on en a, et c'est pour ça que vous êtes ici, il faut voir. Attendez, est-ce que je fais encore rentrer des personnes? Voilà. Il faut, anticiper le temps que vous allez devoir y passer. Important également, ne pas être trop pressé. Voilà, ne pas être trop pressé. Souvent, on va dire pas souvent, mais régulièrement, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant: «Bah, voilà, je voudrais atteindre, l'indépendance financière sous, alors X années», hein, ça peut être, 5, 10, 15, 20 ans. Et du coup, bah, on va aller tout azimut là, allez c'est parti, j'ai un gros projet, alors j'ai plein de projets, hein, de personnes qui veulent acheter des châteaux, des gros immeubles et cetera. Bon, quand on est rodé à l'exercice, c'est très bien, ce sont des beaux projets. Quand on démarre, et là je m'adresse à des, débutants, en tout cas des personnes qui voilà, qui se laissent qui vont se laisser potentiellement tenter par l'investissement immobilier. Heu, Mon conseil, c'est vraiment, voilà, de pas être trop pressé. Trop pressé dans le sens où si on se précipite, on voit trop gros tout de suite, bah, vous êtes sûr que vous allez perdre du temps parce que vous allez, enfin, vous focaliser sur un marché qui correspond pas finalement, qui vous correspond pas, en tout cas pas tout de suite et les leviers que vous auriez pu activer, notamment au niveau bancaire, bah, finalement ça va pas fonctionner et du coup, vous aurez perdu du temps en recherche, il va falloir, revoir vous n'aurez pas les emprunts et cetera et il va falloir tout revoir. Quand on fait des gros projets, on multiplie, bah, les embêtements, à savoir le nombre vos locataires. On se lance dans quelque chose où finalement c'était peut-être pas la bonne solution pour vous, c'est-à-dire que ou entre-temps vous allez changer d'objectif, hein, c'est ce qui est marqué ici, hein. Si on se précipite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, si on se précipite,
les partenaires, notamment la banque, va avoir un peu peur. Voilà, vous démarrez de zéro et vous voulez investir tout de suite 1 million d'euros dans un dans un immeuble, c'est aussi rentable soit-il, hein, c'est pas une question de rentabilité. La banque va pas tout de suite regarder la rentabilité puisque la banque n'a pas la même approche que nous en tant qu'investisseurs. Elle n'a pas la même vision que nous, voilà, de votre projet. Donc déjà, avoir trop gros, c'est pas bon, voilà. Pas bon, ça va vous prendre du temps pour convaincre la banque, pour trouver des locataires. Vous allez y passer beaucoup de temps, au final, le projet ne fonctionnera pas. Plus vous voyez gros, plus vous allez vous mettre en danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura certainement des cautions personnelles à donner, hein. Sur l'immobilier, c'est pas gravissime, mais si vous vous mettez caution personnelle pour un appartement à 100 000 ou à 200 000 euros ou un immeuble à 1 million, voilà, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous démarrez, vous savez pas vraiment, même si vous êtes bien encadré, il faut quand même se faire sa propre expérience et sa propre expérience du locataire, du temps que ça prend, toujours pareil, hein. Voilà, moi j'ai rien inventé, je vous raconte juste des expériences, voilà. Donc l'expérience, il faut la prendre soi-même, voilà, vivre sa propre expérience de la location, de sa propre expérience de l'entretien avec la banque, de l'expertise comptable, de l'optimisation fiscale. Bah, toute cette partie-là, tout ça, ça prend du temps et c'est peut-être pas fait pour ça. Donc c'est bien de tester tout ceci, voilà, sur un petit projet déjà. Vous allez continuer à apprendre au fur et à mesure, vous allez vous-même engranger de l'expérience et comme c'est indiqué ici, vous ferez mieux la fois suivante puisque vous allez commettre des erreurs dans les travaux, dans l'estimation, dans la rentabilité, dans la localisation du bien. Voilà, vous allez vous tromper, c'est sûr. Si vous ferez pas tout parfait dès le début, même les investisseurs chevronnés ne font pas tout parfaitement, puisqu'il y a toujours le marché bouge et du coup, il y a un effet, d'apprentissage qui est ultra important. Donc commencez petit, c'est vraiment mon conseil. On n'est pas pressé, on est là sur des projets à très long terme, hein. Quand on parle d'immobilier, on se positionne à 10, 15, 20 ans. Donc voilà, retarder d'1 an ou 2, ça va pas changer grand-chose. Votre gros projet et des opportunités du siècle, celles que vous avez trouvées, bah, du coup, vous en trouverez une autre. Voilà, on trouve toujours des opportunités quand on les cherche. Voilà, ça il faut vraiment avoir ça en tête. Enfin, vous en avez certainement fait l'expérience mieux que moi, mais quand on commence à chercher, on trouve toujours un bien exceptionnel. On le trouve toujours, voilà. Donc celui-là même, ce sera pas celui-là, mais ce sera un autre. Vous le retrouverez, 6 mois, 1 an et demi après, mais vous en trouverez peut-être même un mieux. Et du coup, il n'y a pas besoin de se précipiter. Pensez à l'avenir et adapter les objectifs. Voilà. Puisque les objectifs de 2021-2022 que vous avez, voilà, selon votre âge, votre expérience, votre situation au travail, votre situation conjugale, ne sont peut-être pas les mêmes qu'en 2024, 2025, 2030. Donc en fonction, vous aurez mené des projets qui correspondent à la réalité de 2022. Et peut-être, et c'est même sûr, la réalité de 2025, elle sera totalement différente. Vous aurez peut-être d'autres moyens, d'autres besoins, d'autres objectifs, l'envie d'y aller, pas l'envie d'y aller. Voilà, ça vous verrez. L'achat d'une résidence principale, déménager, on va y voir, ça fait il y a des incidences là-dessus également. Il ne faut pas hypothéquer vos chances de vivre, on va dire, de vivre normalement. Donc ça, c'est vraiment le troisième conseil, ne soyez pas trop pressés. On est sur des investissements long terme, ça nécessite de la réflexion et du temps. Alors, celui-là, il est un peu dense, mais il est super important. Le quatrième conseil, profitez de l'effet de levier de l'emprunt. Concrètement, je vais être honnête avec vous, c'est le premier slide que j'ai fait quand j'ai préparé ce webinaire. J'ai commencé par ça, parce que c'est pour moi le plus important. Et pour autant, il y avait un préambule à ce webinaire. Je ne pouvais pas attaquer directement là-dessus, il fallait qu'on attaque par les 3 premiers conseils qui sont supra importants. Donc je reviens rapidement, hein. Vos objectifs personnels. Pourquoi vous voulez gagner de l'argent? Pourquoi vous voulez constituer un patrimoine? C'est quoi vos ambitions dans la vie? À part gagner de l'argent, l'argent est juste un moyen. Derrière, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Voilà, rouler dans une grosse voiture, avoir une belle maison pour vous, partir en voyage, assurer l'avenir de vos enfants, acheter une maison à vos parents. Il y a plein de choses. Chacun est différent. Voilà, chacun va y trouver ses propres objectifs. Le deuxième, valider que vous avez du temps à engager. Et 3, ne pas être trop pressé. Et seulement, on arrive dans le cœur du sujet à partir du numéro 4, profiter de l'effet de levier de l'emprunt. Bon, il est un peu dense, mais concrètement, j'ai essayé de faire simple, que vous compreniez vite. Voilà. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais
On va voir ça tout de suite. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui avait 100 000 € à investir. Voilà. Alors oui, on n'a pas tous 100 000 € à investir, il y en a qui ont 200 000 € à investir. Et puis il y en a d'autres qui ont 10, 15, 20 000 voilà, à investir, puis il y en a qui ont 0 à investir. Et ça marche aussi. Voilà. On ne visera pas les mêmes projets, on n'aura pas les mêmes ambitions, mais le raisonnement, vous verrez, exactement le même. J'ai 100 000 € à investir. Première option 1. J'ai pas envie de m'embêter avec un emprunt, ça je le vois souvent, je comprends pas, mais je le vois souvent. Enfin, je l'entends souvent auprès de clients, pas forcément dans l'immobilier, hein, dans des clients, entrepreneurs qui me disent: «Ah bah, c'est bon, j'ai du cash, moi j'aime pas les emprunts. On m'a toujours appris, il faut régler ses dettes». Mais là, on parle pas de dette, on parle d'un investissement. Donc acheter cash, c'est jamais la bonne idée. Voilà, ça, faut vraiment que vous l'ayez en tête. Pour un investissement, j'entends, hein. Quand vous voulez, prendre un emprunt pour, un crédit conso, par exemple, ou dans le cas d'une boîte pour recruter, c'est pas la bonne solution. Voilà, parce que là, c'est pas ça, c'est de la fuite en avant. C'est pas c'est pas génial en termes de gestion. Par contre, en termes d'investissement, et là, on parle bien d'un investissement immobilier, voilà, le crédit est, indispensable. On va le voir pourquoi. Donc option 1, je suis allergique aux emprunts, je veux pas avoir de dette vis-à-vis de personne. Pourquoi pas? Hop, pardon, excusez-moi. Hop, ici. Donc j'ai trouvé un appartement rentable, hein. J'ai pris un appartement là qui génère 8 de rentabilité brute annuelle. On va voir les calculs, un peu plus tard de la rentabilité brute, mais grosso modo, j'ai un investissement de 100 000, tout compris, hein. C'est-à-dire, l'achat de l'appartement, les frais de notaire, les frais d'agence, mes travaux, voilà, tout compris, 100 000 € et je perçois 8 000 € par an de cash. Vu que j'ai pas d'emprunt à rembourser, bah, j'ai un cash flow de 6 200 € par an, on le voit ici, dans la mesure où j'ai mes loyers, mais j'ai un peu de frais malgré tout, hein, un peu de charges. Dans les charges, j'ai compté, bah, l'expert comptable, je me suis compté. J'ai compté l'assurance, j'ai compté, on va dire des menus travaux, hein, vraiment pas grand-chose et un peu de frais bancaires et c'est déjà pas mal. Donc vous récoltez 6 200 € de revenus, 500 € par mois, c'est pas mal. Et puis au bout de 20 ans, j'ai pris une inflation à 1 par an, j'ai été raisonnable, hein. Voilà, je me suis dit: «Bah, votre appartement là que vous avez acheté 100 000, l'année suivante il vaut 101 000, l'année suivante il faut 2 000 et quelques euros et ainsi de suite. En capitalisant pendant 20 ans, vous avez un patrimoine qui vaut 121 000 €». Voilà, c'est très bien et parallèlement vous avez récupéré 6 200 € par an de cash. Parfait. Option 2 maintenant. Vous êtes toujours la même personne, hein, vous avez toujours 100 000 € à investir ou 10 000 ou 200 000, peu importe, c'est le raisonnement, encore une fois, toujours le même. Plutôt que d'acheter un seul appartement en cash, vous allez mettre 20 d'apport, ce qui est raisonnable et du coup, vous allez avec vos 100 000 € qui constituent vos 20 d'apport, emprunter 400 000 € à la banque. Donc vous allez faire un investissement global de 500 000. Du coup, on multiplie tout, par 5, hein, voilà. Donc au lieu de recevoir un loyer à 8 000 € par an, vous allez, recevoir un loyer à 40 000. Le cash flow, on le voit, il est sensiblement le même. C'est normal, puisque vous avez un loyer plus important, mais qui sert à rembourser votre emprunt, à long terme. Donc vous remboursez l'emprunt avec le loyer que vous percevez et ça, c'est top, aucun problème. Du coup, et au bout de 20 ans, toujours pareil, hein, vos 500 000 € en capitalisant sur, sur 20 ans, les 500 000, et ben, on fait, comme tout à l'heure, hein. C'est une règle, on fait, multiplié par 5. Donc les 121 000, on est arrivé à peu de choses près, voilà, à 604 000. Donc au bout de 20 ans, on a un patrimoine de 604 000 avec un cash flow quasiment identique, voire même un peu plus fort sur l'option 2. Donc on voit que là, ce qu'on appelle l'effet de levier de l'emprunt, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous empruntez, au regard de l'investissement fait au départ, bah, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir, hein, parce que tous les mois, on a la même chose. Vous payez, ça vous remboursez un emprunt, votre, votre emprunt, vos mensualités sont payées par les loyers. Donc on va dire, c'est plutôt transparent, voilà et à la fin et bah, ça n'a plus rien à voir. On a multiplié par 5 votre patrimoine, voilà. Donc vous serez content, vos ayants droit encore plus, voilà. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants ou vos ayants droit. C'est plutôt, intéressant. Pour ça, il faut arriver à convaincre une banque
C'est pas le plus facile, mais on peut se dire qu'avec 20% d'apport, raisonnablement, ça peut le faire. Et puis quand bien même, s'il faut monter à 25, 30, voire 35%, on aura une rentabilité toujours identique. On est toujours à 8% de rentabilité brute, hein. Je suis parti sur les mêmes hypothèses. On aura un patrimoine qui sera un peu moins développé, mais quand bien même qui sera bien meilleur que si vous aviez acheté cash. Voilà. J'ai fait un petit tour rapide sur le chat. Je ne sais pas s'il y a des tac tac tac. Non, pas de questions. C'est parfait. Je continue. Voilà. Le cinquième conseil, choisir la rentabilité plutôt que la plus-value. Alors, il faut savoir que le marché est fait comme ça. Vous avez des villes en France, je peux parler que de la France, hein, parce que c'est ce que je connais, et je connais pas toutes les villes, mais j'ai des clients, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on a à peu près 450 clients investisseurs au cabinet. Autant dire qu'ils n'ont pas tous investi à Lyon ou à Nice, et donc on a des investissements dans toute la France, sauf quelques villes. Paris, par exemple. Je crois que je n'ai aucun client qui a en Paris intramuros qui a investi à Paris intramuros. Pourquoi? Pour ce que je vous dis ici. Choisir la rentabilité plutôt que la plus-value. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on a une inflation du prix de l'immobilier. Vous l'avez vu dans les grandes villes. Voilà, les prix explosent. À Lyon, je crois qu'on a pris 8% en un an au niveau de l'immobilier. Si on avait un bout de jardin, un bout de terrasse, c'est encore pire. Grâce ou à cause du Covid, ça dépend si on est propriétaire avant ou après. Voilà. Donc, on a une inflation et donc un investissement qui nous coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire que pour acheter le même studio qui valait 100 000 il y a 2 ans, il vaut peut-être 110 000 aujourd'hui, voire sur les petites surfaces, bien plus que ça. Donc, allez, on va dire 110 000, voire 115 000. Ce qui fait qu'à loyer égal, puisque mon loyer n'a pas tellement bougé, lui, entre il y a 2 ans et aujourd'hui, le loyer est quasiment identique. Voilà. On a une petite inflation, mais pour le coup assez légère. Et, qui plus est quand c'est encadré par la loi. Du coup, on a une rentabilité qui est complètement dégradée. Et comme on a une rentabilité qui est dégradée, du coup, on verra tout à l'heure, mais c'est-à-dire que le loyer annuel comparé finalement à l'investissement initial est bien moins bon dans les grandes villes que dans les villes plus modestes, en termes de nombre d'habitants, j'entends. Tout simplement parce que c'est l'inflation en immobilier qui a créé ce phénomène. Voilà. On a des loyers qui sont trop faibles par rapport au prix du foncier. Voilà. Dans ces villes-là, si j'achète à Lyon demain, alors demain j'achèterai peut-être pas à Lyon, mais en tout cas si je l'ai fait il y a quelques années, si je l'ai fait il y a 2 ans, j'avais une rentabilité correcte, pas extraordinaire, hein. On parlera des taux tout à l'heure, mais une rentabilité correcte, c'est 5% de rentabilité brute annuelle. Une bonne rentabilité une bonne rentabilité qui vous permet de couvrir vos remboursements d'emprunt avec un financement à 100%. Il faut chercher du 8% de rentabilité brute. Grosso modo, c'était mon exemple de tout à l'heure, j'ai investi 100 000, j'en attends 8 000 € de loyer annuel. On voit des cas un peu extraordinaires, hein. Je vois des choses avec des rentabilités à 10, 12, 15%, 20%. Bon. Ça me pose après des problèmes d'éthique, dans la mesure où on est souvent dans des régions un peu reculées, avec des taux de chômage assez forts, où les personnes n'ont pas, les beaux locataires finalement n'ont pas accès au crédit. Et parce que concrètement, quand vous louez un appartement avec 15% de rentabilité, autant dire que le coût votre loyer est bien supérieur à la mensualité d'emprunt. Et donc, si votre locataire, lui, il n'a pas fait le choix d'acheter, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas accès au crédit au regard de sa situation personnelle. Voilà. Et donc, c'est pas très éthique. Mais ici, on est là pour parler économie et l'éthique, je pense, est la bienvenue malgré tout lorsqu'on parle d'investissement immobilier. Donc, on va dire entre 8 et 10%, on est très bien. En deçà, ça va nécessiter que vous que vous ameniez du cash à titre personnel, puisque votre emprunt ne couvrira pas, enfin votre loyer ne couvrira pas les mensualités d'emprunt.
Et à l'inverse, si on est en deçà voilà, en deçà de 5 là, on n'est pas très rentable. Mais par contre, si on n'est pas rentable, si on n'est pas rentable, c'est comme c'est le cas à Lyon, on n'est pas très rentable. On n'est pas très rentable parce que c'est trop cher. Par contre, on peut s'attendre à une plus-value. C'est-à-dire que j'investis, je vais vous prendre 2 cas, voilà, je vais opposer, voilà, au-delà du football, Saint-Étienne et Lyon. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas lyonnais d'origine, je ne suis pas pour l'OL ni pour les SS, donc il n'y a pas de problématique là-dedans. Voilà, c'est juste 2 cas que je connais bien pour le coup. À Lyon, vous achetez, vous n'êtes pas très rentable, par contre votre bien prend de la valeur. Voilà, tous les ans, le bien prend 3, 4, 5, 6, 7, 8 de valeur. C'est très bien, vous achetez maintenant, vous êtes sûr de revendre avec une plus-value dans 2 ans. Vous ferez une plus-value même 2-3 ans après. Voilà. Et dans 10 ou 20 ans, j'en parle même pas. Vous achetez à Saint-Étienne, le bien sera rentable. Par contre, en termes de plus-value, a priori, hein, je ne peux pas le lire dans l'avenir, je ne peux pas voir l'avenir, mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas une inflation des prix de l'immobilier qui permettent de réaliser des plus-values à Saint-Étienne. Par contre, vu qu'on n'a pas d'inflation immobilière, et ben, finalement, le coût de l'immobilier à l'achat aujourd'hui, au regard des loyers pratiqués, est faible. Donc on a une bonne rentabilité. Et on a cette dualité, hein, finalement, entre rentabilité et plus-value à la revente. Dans un cas où on démarre, on ne cherche pas à revendre, on ne cherche pas à faire des coûts, on ne cherche pas à placer de l'argent, on cherche à investir, profiter d'un effet de levier, donc contracter un emprunt, et on cherche à ce que les loyers qu'on va pouvoir tirer de cet investissement puissent rembourser l'emprunt. Et pour ça, il faut choisir la rentabilité. Si je dois faire un investissement aujourd'hui, est-ce que je le ferai plutôt à Lyon ou plutôt à Saint-Étienne? Si j'ai un petit investissement à faire, un investissement à moins de 100 000, je ne réfléchis pas. Je le fais à Saint-Étienne, c'est sûr. Voilà. Voilà. Parce que je m'en fiche que ça vaille pas grand-chose, que ça prenne pas tellement de valeur. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est acquérir un bien, c'est-à-dire que pour un bien à 100 000, je vais mettre 20 000 € d'apport. Et dans 20 ans, j'aurai, allez, les 1 je pense qu'ils correspondent bien à Saint-Étienne, j'aurai un patrimoine de 120 000 en ayant mis seulement moi 20 000 € au départ. Voilà, donc on aura fait x6 en 20 ans. C'est pas trop mal et j'aurais en plus du cash flow. Voilà, donc c'est parfait. Si j'investis à Lyon, j'aurai un problème, c'est que mon loyer ne couvrira pas les mensualités d'emprunt et que cet appartement va me coûter de l'argent. C'est-à-dire que mon locataire va payer une partie de l'emprunt et moi-même, à titre personnel, je vais devoir tous les mois remettre du cash sur le compte de la SCI ou le compte de l'investissement pour payer le loyer et l'emprunt, pardon. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche au début. On va pas chercher à vous démunir. Si vous faites un investissement locatif dans l'immobilier, c'est pas pour vous démunir, c'est pour prévoir votre retraite ou en attente des revenus futurs. Et là, ce serait tout l'inverse. Voilà. Donc la plus-value, pourquoi pas dans certains cadres, mais pas dans le cadre où on démarre. Alors là, on va avoir 3 slides pour cet objectif-là. C'est ce conseil-là. C'est du vécu à titre personnel, chez les amis, chez les clients. Celui-là, il est spécial 2020-2021, depuis que les modalités au niveau des banques de calcul, voilà, les règles de calcul ont changé. Voilà, on a changé la donne. Donc tout ce qu'on vous disait avant 2020, les multiplications d'appartements, etc., quand vous voyez des personnes qui ont des dizaines, voire des centaines, j'en connais, qui ont des centaines d'appartements, c'était peut-être à une époque où la rentabilité, finalement, le projet économique était viable. Aujourd'hui, avoir un projet viable ne suffit pas. L'accès au crédit est restreint. Et il est restreint non seulement pour l'investissement locatif, que j'ai envie de dire, c'est moins grave. C'est moins grave que quoi? C'est moins grave que si vous devez hypothéquer votre vie perso. Voilà. Votre résidence principale, votre résidence perso, c'est votre vie de tous les jours. Donc avoir des appartements, avoir des maisons en investissement locatif, c'est très bien. Et derrière, il faut que vous puissiez aussi jouir de votre argent et de votre aisance. Voilà. Créer un patrimoine pour les autres. Pour les autres, c'est vous plus tard et vos enfants. Mais le vous d'aujourd'hui, il a aussi besoin de vivre, on va dire, pas décemment, c'est pas le terme. Mais je veux dire par là, vous allez se faire plaisir à un moment donné. Voilà.
On va voir tout de suite plusieurs cas. Alors, et là, on va regarder les calculs bancaires. J'ai pris un exemple d'un couple, voilà, monsieur et madame. Prendre monsieur et monsieur, madame et madame, c'est comme ça. Et dans ce couple-là, madame gagne plus que monsieur. J'ai pris des salaires nets, hein, voilà. Donc on a monsieur qui gagne 2 500 € par mois et madame qui gagne 3 000 € par mois. Et un couple qui vit confortablement, qui a pas tellement de problèmes d'argent a priori, encore que plus on a d'argent, plus on en dépense. Et donc finalement, on se retrouve même avec des salaires, voilà, on va dire confortables, on peut avoir des problèmes et on va le voir tout de suite. Ce qui se passe, c'est que quand on a un salaire, on va le voir ici, voilà, donc ce couple-là gagne 5 500 € par mois. Aujourd'hui, sans tenir compte d'un investissement locatif, hein, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'investissement locatif, ils veulent acheter leur résidence principale. Aujourd'hui, vous avez un endettement, ce qu'on appelle le fameux taux d'endettement, là, à hauteur de 35%. Donc la banque fait un calcul simple, hein, 5 500, parfait, fois 0,35, ça nous fait 1 925 € que vous pouvez rembourser par mois. Je regarde sur 25 ans, ça nous fait un accès au crédit à 470 000. Donc la banque va dire: «OK, monsieur, madame, moi je suis d'accord. Vous trouvez une maison, il faut qu'on alors plus ou moins votre apport et il faut que, travaux, frais de notaire, frais d'agence, frais d'acquisition, tout ça, ça rentre dans cette enveloppe de 470 000 que nous on va vous prêter, plus votre apport personnel si jamais vous en avez à côté». Donc ce couple-là, admettons, a 30 000 € d'apport, et ben, il va pouvoir regarder sur une enveloppe globale à 500 000. Jusque-là, tout va bien. Et tout ne va plus tout va plus bien, ne va plus bien du tout d'ailleurs, si jamais madame a un investissement locatif rentable. Je vous parle même pas du cas où il est pas rentable, je vous parle du cas où il est rentable. Donc c'est le même couple. Il faut regarder ici sur la gauche, là, le petit encadré, le petit tableau pas très beau. Donc madame a investi il y a quelques années dans un bel appartement qui lui rapporte 1 000 € de loyer par mois. Elle a souscrit un emprunt, le bien est rentable, hein, puisque elle a souscrit un emprunt, 900 € par mois. Le locataire, nickel, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il est toujours le même. Il paye, voilà, aucun problème. Donc tout se passe bien. Madame a un cash flow positif de 100 € de plus chaque mois et puis dans, 15, 16 ou 17 ans, elle aura son studio, son bien en tout cas qui sera payé. Parfait. Pour la banque, c'est encore mieux. Il y a plus de revenus pour moi. Il y a un bien, supplémentaire, foncier sur lequel on va pouvoir peut-être adosser une garantie. Et ils ont des revenus confortables puisqu'ils ont, voilà, on va dire les 5 500 de tout à l'heure, plus les 100 € de cash flow, admettons. Ça, c'est la logique, notre logique, c'est la logique économique. C'est la logique de tout le monde, sauf la logique des banques. Voilà. Et c'est là où on est embêté. Pourquoi? Parce que ici, on a la banque réfléchit pas comme ça. Ça s'appelle raisonner par le différentiel. C'est-à-dire qu'on a les salaires plus le cash flow positif, par différence. C'est pour ça que ça s'appelle la méthode de différentiel. Donc dans mon cas ici, on a le salaire de monsieur 2 500 brut. Enfin brut, c'est son net, mais c'est le brut dans le calcul. Retenu 2 500 € pour la banque. Salaire de madame 3 000, retenu 3 000, on l'a vu tout à l'heure, ça ne change pas. Le loyer de madame qu'elle récupère 1 000 € par mois, ça on l'a vu aussi. Par contre, la banque va retenir 70 % de la somme, donc 700 €. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est pour parer aux éventualités d'un loyer impayé, de plusieurs loyers impayés, de travaux qui n'étaient pas prévus, ce genre de choses. Voilà. Donc la banque dit: «OK, vous encaissez 1 000, bah, pour moi 1 000 égale 700». Donc on a un total de 6 200 € de revenus, donc plus que tout à l'heure, hein. Voilà, tout à l'heure on était à 5 500, maintenant on a des revenus à hauteur de 6 200. Petite seconde, je vais faire rentrer des personnes. Toc. Taux d'endettement, comme tout à l'heure, 35 %. Donc tout à l'heure, je reviens en arrière, hein, rapidement, on avait 1 925 € d'enveloppe par mois. Là, on a plus, parce qu'on a plus de revenus, on a 700 € de plus, selon la banque. Donc 2 170 € d'enveloppe. Parfait. Le problème, c'est que cette enveloppe, pardon, elle est déjà entamée. Elle est entamée par l'emprunt de madame, les 900 € hein, de tout à l'heure. Et puis j'ai mis voilà, un petit LOA, là, un petit véhicule
un monsieur qui avait un petit véhicule raisonnable, hein, à 270 € par mois. Vous avez pas un gros 4x4, hein, voilà, un véhicule, tout ce qu'il y a de plus correct, sans flamber. Et du coup, alors j'ai mis LOA, mais ça marche sur un emprunt ou un crédit conso ou tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui est dépenses, récurrentes. Donc on a déjà 1 170 € de crédit. Sur l'enveloppe à 2 170, il vous reste 1 000. Donc vous avez une meilleure situation. Vous avez investi, c'est rentable. Et la banque vous dit: «Bah oui, mais pour votre résidence principale, je suis désolé, je vais pouvoir vous fournir mais 250 000». Bon, bah, croyez-moi, entre la belle maison à 470 et le T3 à 250, les rêves pour monsieur et madame avec avec ce LMNP qui est pourtant très rentable, hein, bah, s'écroule un petit peu, voilà. Et là, c'est la douche froide. Et là, c'est la douche froide. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vend, voilà, on vend un bien qui était rentable. On n'a pas le choix. Ou alors on revoit ses ambitions à la baisse, on met plus d'apports, enfin je sais pas, on va voir, papa et maman, mais en même temps qu'à un moment donné, on va arrêter d'aller voir papa et maman, c'est pas à eux de payer. En tout cas, c'était important que je vous sensibilise sur cet aspect-là. Le locatif, c'est bien et tous ceux qui ont dit à un moment donné, il y a 2 ans, voire plus de façon plus lointaine, il faut peut-être mieux acheter des biens des biens à louer plutôt que d'acheter sa résidence principale. Enfin, en 1er lieu en tout cas, puisque vous allez pouvoir faire de l'argent en investissant. C'était juste, sauf qu'il faut bien valider ses objectifs personnels. Je reviens au slide numéro 1 où je vous ai dit la première chose à faire, c'est déterminer vos ambitions, vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que voilà. Là, on voit très bien ici dans ce cas, c'est terrible, par là, c'est que les personnes qui vivent mieux ont un accès au crédit qui est complètement, limité, voilà, limité par un emprunt, encore une fois, un investissement rentable. Donc ça, il faut faire attention. C'était primordial que je puisse vous sensibiliser là-dessus, parce que, si on vous en apercevez trop tard, admettons la madame là, elle a fait son investissement, il est rentable et puis, 6 mois ou 1 an après, elle regarde avec monsieur pour acheter et cetera et ils achètent et ils se rendent compte qu'ils vont devoir vendre le bien qu'ils ont acheté 1 an auparavant. Bon, bah, si on était à Saint-Étienne, vous avez bien compris que, on n'a pas 8 8 c'est mes frais de notaire. On n'a pas 8 d'inflation, du coup, ils vont vendre à perte, voilà. Si on est à Lyon, il y a une petite chance que dans les 1 an ou 2 ans qui suivent, finalement, vous puissiez revendre le bien sans rien gagner, mais vous aurez amorti vos frais de notaire. C'est comme ça, le marché, il est comme ça, il est inflationniste, donc et c'est, une petite chance. Vous avez le droit à l'erreur. À Saint-Étienne, vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein, parce que, si, faut revendre, vous revendez à perte et là, personne n'est content. Ça, c'était le point numéro 6. J'avance parce que oui, il est déjà 42 et on a encore plusieurs points à voir avant de passer aux questions. Souvent, on vient me voir en me disant: «Oh, c'est génial, j'ai vu des choses sur internet et cetera, montage SCI, holding, clac, 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 superbe». J'en reviens à mon point numéro 3, ne vous précipitez pas. J'ai souvent conseillé quand on est venu me voir comme ça, dire: «Voilà, revoyez vos ambitions immédiates à la baisse», ça n'empêche pas d'en avoir des plus grandes pour, le futur. Mais en tout cas, là, tout de suite, maintenant, voilà, on fait un petit emprunt, un petit investissement rentable. On montre à la banque qu'on sait gérer et pour ça, on n'oublie pas d'étudier le statut de LMNP. Voilà. Je vais pas vous parler du statut LMNP là tout de suite, il est bien, on peut le faire tout seul en nom propre, on peut le faire en indivision, ça vous achetez à 2 ou à plusieurs, hein, d'ailleurs. On peut le faire en SARL de famille, donc avec en société. On a une fiscalité avantageuse sur les revenus. Normalement, vous ne devriez pas payer trop d'impôts et une fiscalité avantageuse, et je vois qu'il y a une coquille, à la revente. Je suis pas là pour parler du LMNP, il est bon, il faut l'étudier, mais c'est pas une cours de fiscalité qu'on va faire maintenant. Par contre, il y a un point essentiel, c'est le petit point en gras là. Attention à la location de votre ancienne RP. Qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, bah, c'est le cas de monsieur et madame là, ils ont une RP, donc une résidence principale et puis ils disent: «Bon, on va investir machin, mais la résidence principale, on l'aime bien, on a mis du cœur, elle est belle et cetera, ce serait dommage de s'en séparer. Pourquoi est-ce qu'on la louerait pas?» Pas de problème, énorme problème. Énorme problème, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en termes de fiscalité sur la revente, donc sur la plus-value, vous avez une exonération lorsque
une exonération de taxes, hein, d'impôts sur la plus-value immobilière lorsque le bien constituait votre résidence principale. À partir du moment où vous mettez en location tout ou partie, j'entends, du bien, ce n'est plus votre résidence principale. Si vous faites l'erreur de dire je fais construire ou j'achète autre chose et pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant 1 semaine, pendant 1 an, pendant 2 ans, je vais louer et je vendrai après. Si vous avez une plus-value latente importante, c'est la pire erreur que vous puissiez faire, puisque vous allez être imposable dessus. Alors que si vous aviez vendu le bien avant, vous ne payez pas d'impôt. Je m'explique. Vous avez acheté allez, je vais prendre un cas, vous avez acheté un appartement 200 000 €, allez, à Lyon, il y a 10 ans. Bon, aujourd'hui, il vaut 300 000. Voilà. C'est votre résidence principale, vous avez gagné 100 000 €. Si je me dis, 300 000, c'est bien, il m'a coûté que 200, donc j'ai envie voilà, j'ai changé de niveau de vie, je vais vivre ailleurs, je garde cet appartement, mais plutôt que je l'aime bien, c'est un bon placement, il va continuer à prendre de la valeur. On est à Lyon et pas à Saint-Étienne. Donc je garde ce bien, je le loue et puis je le vendrai plus tard quand j'aurai fait encore une meilleure plus-value. Voilà. Le problème que vous allez avoir, c'est que si vous le mettez en location, encore une fois, vous, ce n'est plus, voilà, vous perdez le bénéfice de la qualification de résidence principale. Donc ce bien-là, qu'est-ce que je conseille de faire? C'est de le vendre, vous encaissez votre plus-value de 100 000 sans net d'impôt, et puis vous allez racheter 3 appartements à 100 000 à Saint-Étienne. Voilà. Voilà. Pour le coup, je pense que c'est la meilleure opération qu'on puisse faire. Bon. Encore une fois, pour ceux qui sont pas là, qui sont rejoints en cours de route, je prends Saint-Étienne et Lyon, parce que je connais les 2 marchés et que c'est plus simple pour moi. On peut parler de Saint-Étienne, on peut parler de Le Havre, on peut parler de Reims, on peut parler de Lyon, de Marseille, de Paris, de Nantes, de Aix-en-Provence. Voilà, tout ça sont, on va dire, des catégories de villes, certaines pour lesquelles l'immobilier est pas très cher et du coup, on a une bonne rentabilité. La rentabilité, encore une fois, c'est le ratio entre les loyers encaissés et l'investissement initial, et d'autres, des villes un peu plus importantes, où là, on a un ratio qui est très mauvais, mais par contre, on a un espoir de plus-value bien plus important. Donc attention à la location de votre ancienne RP, ça, très important, on peut en discuter ensemble, vous pouvez en discuter avec votre notaire, il n'y a pas de problématique là-dessus, mais c'est un point d'alerte. Voilà. Souvent, voilà, ne louez pas votre résidence principale, voilà, c'est important. Il vaut mieux, ça dépend des cas, hein, si vous achetez l'avant-veille ou si votre résidence principale, elle était à Saint-Thé et qu'il n'y a pas de plus-value dessus, vous l'avez acheté 200 000 en 2010 et ça vaut 210 aujourd'hui. Bon, il n'y a pas tellement de risque à le passer en location. Je parle quand il y a une plus-value latente importante. Ensuite, il y a toujours, voilà, opter pour la SCI LIS. Alors, il y a les fervents défenseurs de la SCI LIR et les fervents défenseurs de la SCI LIS. Je vais vous parler de choses pragmatiques. Pourquoi je ne jure que par la SCI LIS? Ça va dépendre des cas, mais dans le cas là où on investit pour la première fois, si on passe pas par du LMNP, parce que le LMNP c'est louer meublé, et là vous voulez pas louer meublé parce que ça ne s'y prête pas, parce que c'est de l'habitation, qui s'y prête pas à du meublé, ou parce que vous achetez des locaux commerciaux, j'en sais rien, il y a plein de bonnes raisons pour ne pas passer pour du LMNP. Donc on a le choix entre IR et IS. Grosso modo, je vous ai fait un schéma, hein, voilà. Un schéma très simple. À l'IS, en général, on ne vous payez pas d'impôt tout au long, tant que vous ne vendez pas. Voilà, tout au long de la durée de vie, vous ne payez pas d'impôt. J'ai mis pendant 20. Voilà. Après 20 ans, vous commencez à en payer un petit peu. Et le jour où vous revendez, vous en payez beaucoup. C'est la problématique de l'IS. La problématique ou l'avantage. L'avantage, pourquoi? Parce que ne pas payer d'impôt tous les mois, ça vous permet de consacrer le fruit de la location, donc vos loyers, au remboursement de l'emprunt. Si vous récupérez un loyer et que vous devez payer des revenus fonciers, donc de l'impôt dessus, vous devez payer de l'impôt foncier, plus à rembourser un emprunt, autant dire que votre SCI, elle va vous coûter de l'argent. C'est ce que symbolisent ici les 2 courbes. La première, SCI à l'IS en jaune, j'ai un peu de cash flow en plus tous les mois. Et puis à la fin, je revends, paf, et je revends et je récupère 150 000 dans l'exemple. Dans la SCI à l'IR, donc ça c'est un cumul de la trésorerie disponible. Parce que j'ai revendu là dans mon cas au bout de 20 ans. Voilà.
SCI et l'IR, le problème, c'est que vous remboursez votre emprunt, plus vous payez de l'impôt. Voilà. Impôt, donc l'impôt sur le revenu, plus CSG, CRDS. Donc, grosso modo, votre SCI vous coûte de l'argent. Quand vous revendez, vous payerez moins d'impôts. Mais concrètement, vous allez simplement ne pas payer la somme que vous avez déjà payée. Voilà. Vous allez payer moins parce que vous avez déjà payé pendant 20 ans. Voilà. Donc, au final, quand on fait les calculs, ça mérite d'être un peu plus précis que ça. Mais à 90%, voilà, 9 fois sur 10, on a une équivalence au bout du bout, c'est-à-dire au bout de 20 ans, entre ce qu'on aurait payé à l'IR et ce qu'on aurait payé à l'IS, on paye la même chose. Donc le net perçu est le même. Sauf que dans un cas, vous avez fait l'avance, dans l'autre, vous n'avez pas fait l'avance. C'est très schématique, c'est très résumé, mais ça marche 9 fois sur 10. Encore une fois, il faut toujours faire le calcul précisément par rapport à votre situation personnelle, par rapport à votre taux d'impôt marginal, par rapport au foyer, par rapport à plein de choses. Mais grosso modo, dans 9 fois sur 10, on va choisir, si c'est pas 99 fois sur 100, la SCI à l'IS pour préserver votre trésorerie disponible. Voilà. Et payer de l'impôt, même si c'est beaucoup, au final, au moment de la plus-value, au moment où vous encaissez votre plus-value, c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que vous avez le cash disponible. Si vous avez vendu, c'est que vous avez encaissé de l'argent. Donc, si vous avez encaissé de l'argent, vous avez du cash pour, voilà, pour payer cet impôt. Le temps passe, on arrive au 9e. Et bien évaluer le coût de revient et la rentabilité. Dans le coût de revient, vous avez votre prix d'achat, c'est le prix net vendeur. Les frais de notaire, les frais de l'agence, les frais d'hypothèque, en tout cas les frais bancaires. PPD, c'est privilège des prêteurs de deniers. C'est l'alternative à l'hypothèque. C'est le notaire qui vous fera payer ça. C'est des frais pour garantir votre emprunt. Les frais de travaux et les frais des meubles, le cas échéant. Voilà. Donc ça, c'est le total du coût de revient. Donc faites bien cette estimation-là. Les travaux, je vais y revenir, ça paraît logique, mais voilà, faites venir des artisans, etc. Mon objectif n'est pas de parler de ça. Ensuite, vous calculez votre rentabilité brute. Donc vous prenez votre loyer annuel, divisé par le coût de revient, fois 100 pour être en pourcentage. Et là, on va avoir du coup voilà, un petit pourcentage qui va osciller entre 1 et 20 normalement. Donc 1, on n'est pas bon. 20, on est très bon, peut-être trop bon. Est-ce qu'il y a un problème dans le calcul? À voir. La moyenne va se situer généralement entre 5 et 10. Entre 5 et 10 de rentabilité. Et encore une fois, en fonction ça peut être bien ou pas bien. Il y a pas de c'est pas de dire: «Oh, vous comparez avec votre ami, il vous dit: "Bah, voilà, moi, j'ai investi à 8, toi, tu es à 4, c'est nul"». Bah, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ça dépend où. Parce que moins, en théorie, hein, moins on a de rentabilité, plus on a de plus-value. Plus votre appartement prend de la valeur. Voilà. Donc être à 10, alors par contre dans 2 villes, dans 2 quartiers ou dans le même immeuble, être voilà, là où vous pouvez comparer. Par contre, comparer ce qui est comparable. Voilà. Si on est dans le même immeuble, on compare les rentabilités, pourquoi pas. Si on est dans 2 quartiers différents, dans 2 villes différentes, c'est même pas la peine. Voilà. Puisque si on me dit j'investis à 6 à Lyon, je dis bravo. Si on me dit j'ai investi à allez, excusez-moi encore pour s'il y a des Stéphanois parmi nous, mais j'ai investi à 7 à Saint-Étienne, je dis bravo, mais peut mieux faire. Voilà. Pas terrible, je vais pas m'extasier autant, c'est normal. Voilà. Par contre, investir à 6-7 à Lyon, aujourd'hui, c'est top. Voilà. Encore une fois, ça dépend des quartiers. Si on investit dans le 2e ou aux États-Unis, au quartier des États-Unis, où voilà, c'est pas pareil. Forcément, on n'est pas sur les mêmes. On est dans la même ville, mais une grande ville avec des quartiers et des prix au mètre carré complètement différents, des rentabilités très différentes. Voilà. Alors, voilà. Alors là, excusez-moi, parce que c'est un peu technique encore une fois, faire une étude de marché, primordial. Vous n'allez pas investir n'importe où. J'accélère un peu, mais vous allez comprendre pourquoi. On a encore plein de choses à se dire. Analyser le marché, voilà, bah, j'ai pris Lyon 2 et Lyon 8, vous voyez, j'ai comme quoi de la suite dans les idées. Calcul de rentabilité en fonction du type de bien. Est-ce qu'on va faire de la location, et à la fois en location court terme, en location longue durée? Donc là, l'idée, c'est de faire un petit tableau comme ça. Il n'y a pas que la rentabilité, hein, encore une fois, hein, parce que là, il faut comparer ce qui est comparable.
Mais voilà, peut-être qu'à Lyon 2, on est à 3% de rentabilité aujourd'hui. Donc Lyon 2, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, c'est l'équivalent de Paris 1er, Paris 2e, enfin vraiment le cœur de la ville. C'est très sympa, c'est très cher. À l'inverse, Lyon 8e, on est un peu plus excentré, peut-être un peu plus populaire, ça dépend des quartiers. Il y a un quartier, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple, mais on va pas rentrer dans le détail. Hors mon plaisir, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent. Les autres, voilà, donc c'est important de faire un tableau comme un autre, hein, mais de voir quel est le calcul, voilà, calcul de rentabilité, la pression immobilière, la localisation dans la ville. Encore une fois, on va pas avoir les mêmes rentabilités si on loue un studio à un étudiant, si on le loue en meublé ou non meublé, si on le loue à plusieurs étudiants, donc c'est mon fameux T4 là, avec la coloc. Voilà, on peut acheter une maison, on peut penser à plein de choses. Voilà. En fonction, bah, du coup, il n'y aura pas que la rentabilité, c'est pas un pourcentage. Vous n'achetez pas un pourcentage, vous achetez un bien immobilier qui prend ou non de la valeur, qui a une localisation, des voisins, qui a un potentiel. Voilà, il y a plein de choses. Voilà. Quant à la courte durée, longue durée, je vais pas vous faire un dessin. Vous voyez exactement de quoi il s'agit. En courte durée, il s'agit de louer à la nuitée sur les systèmes Airbnb, par exemple, et en longue durée, vous avez un locataire classique. Après, on peut, notamment pour les lieux un peu touristiques, je pense à aller à Lyon Centre ou la Côte d'Azur, parce que je connais un petit peu, on va pouvoir avoir des baux un peu différents, avec des contrats, par exemple, étudiants de septembre, voire octobre, jusqu'à mai, voire juin de l'année suivante, en longue durée, et se mettre en courte durée sur la période estivale. C'est un exemple. Donc on a fini, là sur ça va vite, mais bon, sur les 10 conseils. Et un petit bonus sur la bonne localisation. Voilà, bonus pourquoi? Parce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'attend pas la même rentabilité du coup d'un appartement à Lyon, Paris, à Saint-Étienne ou Le Havre. Et faut voir aussi le côté pratique, il faut avoir que les chiffres. Encore une fois, vous n'achetez pas un chiffre. Donc, par expérience, gérer un bien à distance, bah, c'est jamais simple. Avoir de la famille, avoir des amis qui peuvent vous rendre service, pourquoi pas, mais c'est pas une solution à long terme. Donc ça, c'est très important dans votre choix de localisation. Je pense surtout pour démarrer, je pense que c'est important de, choisir un bien à proximité de chez soi, pas très loin, voilà, j'ai dit, quelque chose de rentable. Quand on est à Lyon, on peut investir à Villefranche, on peut investir à Saint-Étienne, on peut investir à Lyon aussi, ou dans l'ouest, dans l'est, toujours à côté. Il y a des bonnes opportunités, je pense pas très loin de chez vous, et ça vous permet, voilà, de mieux appréhender, les problématiques, rencontrer vos locataires et puisque vous y vivez, aussi mieux connaître le marché. J'ai essayé de faire vite, on a fait 57 minutes. Voilà, merci à tous, c'était un peu dense, hein, je le sais. Maintenant, place aux questions si vous le souhaitez dans le chat. Donc vous cliquez sur la petite bulle tout en haut. Tac. Et vous pouvez poser vos questions sur le chat. J'y répondrai avec plaisir autant. Enfin, s'il y a des questions, et si je peux y répondre. A priori, c'était très clair ou pas du tout, parce que je n'ai pas de questions. C'est plutôt très rare d'expérience. Alors, vous souhaitez avoir des informations sur la SCI à l'IA. Ok, pas de problème. Ce que je vous invite à faire, c'est m'envoyer un mail pour qu'on puisse regarder ça dans un deuxième temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne vais pas faire ça en 5 minutes. La SCI à l'IA ou la SCI à l'IS, comprendre les différences, c'est un webinaire à lui tout seul. Ce qu'il faut retenir, hein, grosso modo, c'est que la SCI à l'IA, dans les grandes lignes, hein, vous avez des associés personnes physiques qui s'associent dans le cadre d'une société, qui va acquérir un bien. La société n'est pas imposée en tant que telle, c'est chacun du coup, qui a imposé sur le bénéfice et qui est imposé personnellement sur sa fiche d'impôt perso à hauteur de son taux marginal d'imposition, voilà. Plus CSG CRDS à 17,2. Le gros inconvénient, c'est qu'on ne peut pas amortir le bien, ce qui fait que vous avez un résultat toujours positif,
normalement, hein, si vous faites de la rentabilité, vous avez un résultat positif à l'IR, alors qu'à l'IS, vu qu'on a une notion d'amortissement du bien, on arrive à des résultats, des déficits qui font qu'on ne paye pas d'impôts. Voilà. Et oui, elle permet, tout à fait. CILIR permet de bénéficier de la plus-value des particuliers. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à acheter sa résidence principale avec la SCI à l'IR? Heu, a priori non, pas d'intérêt. Encore une fois, ça dépend des cas de figure, mais a priori, il y a pas tellement d'intérêt non, à avoir une structure juridique un peu lourde. Après tout dépend avec qui vous achetez, quelle est la destination future. Est-ce que vous achetez pour louer demain? Est-ce que vous achetez, pour éviter une indivision dans le cas d'une succession? Enfin voilà, il y a pas mal de de cas particuliers, mais dans la majorité des cas, non, il y a pas d'intérêt. Ah pardon, excusez-moi, j'ai Marie qui m'a posé une question. Tac, quels sont les meilleurs arguments pour convaincre une banque quand on a 23 ans? Eh ben, il y a parmi vous quelqu'un que je connais très bien qui a investi, récemment. On a travaillé le dossier ensemble, qui est plus jeune que vous, Marie, qui a fait son premier investissement, un petit investissement rentable et sans avoir de CDI, voilà et il y a pas de raison. Il faut avoir les bons réseaux, trouver les bons banquiers, quelqu'un qui vous connaît et qui connaît un peu le monde de l'immobilier, c'est mieux, qui connaît aussi le secteur géographique sur lequel vous allez investir et si vous avez encore une fois, si vous investissez dans quelque chose de raisonnable au début, si vous demandez pas un prêt trop important, on va dire moins de 100 000 €, la banque prend pas tellement de risques, donc il y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc vous commencez par un petit bien, vous démontrez votre capacité à gérer des locataires et à gérer un bien et normalement, ça doit fonctionner. Ce ne sont pas les meilleures conditions évidemment, mais il faut trouver les bonnes personnes en face. Hem, alors, statut de l'ENP est-il bon pour la transmission de l'appartement aux enfants ou mieux avoir une SCI pour ça? Le statut LMNP, c'est un régime fiscal, c'est comme si vous déteniez, finalement le bien en nom propre comme, on va dire, une résidence secondaire. Pour moi, il est très bien dans la mesure, où le LMNP, il permet d'avoir au niveau du calcul de la plus-value, il est, mieux qu'une SCI LIS. Par contre, il est limité, hein. Non, j'ai pas fait un focus sur le statut de LMNP, mais aujourd'hui, alors, sauf exception, on pourra revoir également, mais il est limité à 23 000 € de loyer annuel. Voilà. Hop, parfait. Alors, Yves, j'ai créé une holding puis une SCI à l'IS début 2020 avec l'évolution négative des conditions bancaires. Ai-je intérêt à garder la holding? Bah, aujourd'hui, votre SCI, elle est, détenue par la holding. Il faut voir quels sont les projets futurs. Aujourd'hui, il faut voir les projets, qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur. Si on a une holding qui ne détient qu'une SCI, effectivement, ça ne sert à rien. L'idée étant d'avoir la holding, elle peut faire plein de choses, hein, elle n'est pas limitée à l'immobilier. Donc tout dépend de vos projets. Ça peut être des projets, pro, des projets business. En fait, la holding est votre bras investisseur. Donc dès lors, hors résidence principale, hors LMNP, tout le reste, vous allez pouvoir investir via votre holding. On peut parler de plein de choses, de, heu de titres, voilà, donc à voir selon encore une fois, ce que vous souhaitez faire dans le futur. Si jamais vous dites: «Non, j'arrête, je vais faire d'investissement immobilier» ou parce que je peux plus ou parce que vous ne voulez plus, à ce moment-là, la holding est très limitée effectivement, voire un effet négatif, ouais. Peut-on acheter sa RP avec une SCI à l'IS? Oui, on peut, c'est pas très recommandé, parce que du coup, vous ne bénéficierez pas, de l'exonération de plus-value le jour où vous revendez et vous serez obligé de payer un loyer à votre propre SCI, voilà. Donc ça peut être pertinent dans certains cas, encore une fois, il y a plein d'exceptions, hein, mais dans la majorité du cas, est-ce qu'on peut la question était: «Est-ce qu'on peut?» La réponse est oui. Est-ce que c'est intéressant? Dans des cas très particuliers, oui, autrement non. Vous nous conseillez l'option fiscale IS, cela veut dire qu'il faut faire un bilan. Mais dans tous les cas, il faut faire un bilan effectivement. Vous soyez en LMNP, en SCI à l'IR ou SCI à l'IS, il vous faut un bilan. Le seul cas où il n'y a pas besoin de bilan, c'est si vous êtes au LMNP, au régime micro
Et là, vous avez un abattement forfaitaire, hein, donc vous pouvez quasiment rien déduire et vous êtes sûr de payer de l'impôt. Sinon, il faut toujours faire un bilan, puisque la fiscalité, elle est assise sur la partie comptable. Voilà. Il y a des retraitements, et je sais qu'il y a des experts comptables parmi vous, donc je vais je vais pas m'amuser à dire à raconter des âneries, voilà, parce que vous êtes au moins 2 que j'ai identifiés, 2 experts comptables. Je vous passe le bonjour d'ailleurs, ils se reconnaîtront. Et du coup, donc il faut un bilan, effectivement, la fiscalité est assise sur la comptabilité. Alors, j'ai Augustin, merci pour votre intervention. Auriez-vous des conseils pour un investissement IMO entre un enfant et un parent? Indivision, SCI, autre. Oui, alors encore une fois, il y a plein de cas de figure. Vous détenez une résidence, enfin, c'était mon cas d'aujourd'hui, avec un client dont les parents ont un terrain avec une maison, et on peut diviser le terrain, construire 3 maisons, revendre, louer. Il y a plein de choses à faire. Comment on fait? Est-ce qu'on crée une SCI? Est-ce qu'on crée une SAS? Est-ce qu'on fait une donation avant, après? SCI à l'IS, SCI à l'IR? Voilà, il y a plein de choses à faire. Ça reste des cas particuliers pour lesquels on fait des études pour vous répondre précisément, parce que là, concrètement, il y a pas de solution universelle. C'est pour ça qu'il y a des grands débats entre indivision, LMNP, LMP, SCI, LIR, SCI, LIS. C'est dense, et l'idée pour moi, c'était de vous donner les pistes au-delà du statut fiscal. Parce qu'on n'achète pas un statut fiscal, ni une rentabilité, vous achetez un bien, et l'idée, c'était de vous ouvrir, les yeux, entre guillemets, si ce pas déjà fait, sur cette partie-là. Hop, pour Yves, les projets sont bloqués. Je vous invite à vous rapprocher. Voilà, vous êtes client chez nous, Yves, et je vous invite à vous rapprocher de votre chargé de mission, qui derrière se rapprochera de moi pour qu'on puisse évoquer cette problématique de holding qui, a priori, pour le moment, ne sert à rien. Alors, le taux d'endettement à 35% prend-il en compte les investissements par les biais d'une SCI? Eh bien, ça dépend des banques. Ça dépend des banques. Voilà. Donc, si vous avez une banque qui prend tout en compte, changez de banque. Peut-être que vous trouverez qu'une banque qui n'en tient pas compte ou qui est un peu plus ouverte à ça. Mais aujourd'hui, on est clairement sur des montages où on est obligé de créer des structures quasiment pour rien, juste pour obtenir le prêt bancaire. Voilà. C'est hallucinant, c'est contre-productif, mais si on n'a pas le choix. Voilà. C'est comme ça, on est obligé de se plier à la fois aux règles fiscales et juridiques, et à la fois aux règles de celui qui nous prête l'argent, donc aux règles bancaires. Voilà. Alors, ensuite j'ai une question. Si on vend après 5 ans après l'achat, donc on serait à l'IS effectivement, et ensuite quelle est l'imposition sur la plus-value? Bah, sur la plus-value, vous êtes au taux d'aujourd'hui à 26,5. Voilà. 26,5 d'impôt. Ça passera à 25, et si c'est dans 5 ans, voilà, on va dire 25. Il y a des réductions possibles. Vous aurez aussi cumulé de déficits normalement. Donc la plus-value va être finalement voilà, réduite du montant du déficit. Ouais, donc il y a un calcul à faire, c'est pas si simple que ça. Mais puisque vous me posez de la question du taux et pas de la base de calcul, je vous réponds 25. Voilà. Hop, merveille, je crois que j'ai répondu à votre question sur le taux d'endettement. Hop, je vais passer comme ça, voilà, vous avez que ça, vous verrez ma tête. Le taux d'endettement, je crois que j'ai bien répondu, enfin, je sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, j'ai essayé d'y répondre le mieux possible sur l'investissement via une SCI. J'ai pas d'autres questions, je sais pas si vous en avez ou pas, je suis ouvert à tout. Je sais que souvent, je vais pas ça va être compliqué de vous répondre de façon très précise. Alors, j'ai Thomas. Bah, bonjour Thomas, parce qu'on se connaît bien. Bonjour Jérémy, si l'argent investi vient d'une entreprise, quel montage préconisez-vous? Alors, on a toujours la possibilité, effectivement, quand on est une société d'exploitation, on a du cash dedans, on ne sait pas quoi en faire. 2 possibilités. Soit on se dit, la société est amenée demain enfin, vaut quelque chose. Toutes les sociétés ne valent pas quelque chose, puisqu'on a des sociétés qui sont vraiment très intuitu personae, au sens où si vous n'êtes plus dans la structure, la société ne vaut plus rien. Vous avez une clientèle, mais qui vous est rattachée. Demain, vous ne pouvez pas vendre votre fonds de commerce, puisque c'était vous et vous-même. Donc cette société-là peut être considérée un peu comme une holding active,
qui est une activité d'exploitation et puis parallèlement qui est une holding. Je pense que c'est votre